Cette vidéo a été créée en partenariat avec NordVPN. Retrouvez plus d'informations en fin de vidéo. Égypte, 1153 avant Jésus-Christ. Ça fait 32 ans que Ramsès III est au pouvoir. C'est le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. Pourtant, la situation du pays se dégrade. Des grèves éclatent, les récoltes diminuent. Les pays voisins alliés sont mis à sac par des pirates et la corruption touche toutes les sphères de la société. Les frontières ne sont plus sûres, le peuple gronde. Il se murmure dans les couloirs du palais et du harem qu'il serait temps de remplacer Ramsès III. Un roi trop vieux et trop feignant. Certains y voient une opportunité pour prendre le pouvoir. C'est le cas de Tiye, une épouse secondaire de Ramsès, et de son allié Pabakanen, chambellan du roi. Leur but ? Tuer le pharaon, prendre le pouvoir grâce à l'armée et mettre sur le trône Pentahour, le fils de Tiye. Et cette histoire, ça va être une des plus grosses conspirations de l'Égypte ancienne. C'est la conspiration du harem. Mais alors, que s'est-il passé en avril 1153 à Thèbes, et pourquoi ? Alors déjà, petite parenthèse que je fais assez régulièrement quand on fait des épisodes parce que on parle d'histoire et donc c'est normal. Étant donné qu'on n'a pas énormément de sources sur la question, il serait assez hasardeux de s'avancer à faire des hypothèses sur pourquoi est-ce que les conspirateurs ont eu envie de tuer le roi. Malheureusement, à l'époque, ils n'avaient pas de petit journal intime où ils notaient tout ce qui leur passait par la tête. Ou alors, si c'était le cas, on l'a pas retrouvé. Cependant, s'il y a une chose qu'on sait de façon certaine, c'est que la situation politique et économique de l'époque était un terrain très fertile à une rébellion. Pour comprendre la situation, il faut revenir un petit peu en arrière. Nous sommes vers la fin du Nouvel Empire, la période la plus prospère de l'Égypte ancienne, et notamment celle où elle atteint son apogée territorial. Mais la mort du célèbre Ramsès II et de son héritier Merenptah déclenche une crise de succession sans précédent qui dure une dizaine d'années. Pour la faire courte, c'est vraiment la merde. Plusieurs usurpateurs et rois marionnettes, entre guillemets, se succèdent jusqu'à ce qu'arrive le père de Ramsès III, Setnakht. C'est un militaire d'origine inconnue qui décide du coup d'établir une nouvelle dynastie et de remettre l'Égypte un peu debout, quoi. Et au début, ça se passe franchement bien. Le nouveau pharaon et puis ensuite son fils Ramsès III, ils réussissent à rétablir l'ordre et l'Égypte peut enfin souffler en espérant revenir un jour à l'époque prospère qu'elle a connue. Enfin, c'est ce qu'ils ont cru. Pendant 2 minutes. Parce que dès que la situation interne se calme, les emmerdes extérieures, elles s'amplifient puissance 1000. Et pas qu'un peu d'ailleurs, puisqu'en fait c'est l'effondrement de l'âge de bronze. Mais comme j'ai pas envie de vous tenir la jambe pendant 3 heures et que c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas revenir sur toutes les hypothèses et les raisons qui ont poussé à cet effondrement. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que c'était des problèmes qui étaient vraiment connectés les uns avec les autres. Et qui existaient déjà des décennies auparavant. Tout ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain et Ramsès III, il hérite déjà d'une situation qui est très compliquée. La première cause du déclin est météorologique. Beaucoup d'informations et de données nous poussent à croire que le bassin méditerranéen est touché à l'époque par une sécheresse prolongée qui va impacter les récoltes de toute la région. Par exemple, en 200 ans, la crue du Nil à Memphis aurait chuté d'environ 6 mètres, ce qui a évidemment eu un impact sur les récoltes. Deuxièmement, les envahisseurs pointent le bout de leur nez beaucoup plus régulièrement, probablement à la recherche de nouvelles terres où s'installer, CF, la première cause, les sécheresses, la famine, tout ça. Durant ses 11 premières années de règne, Ramsès III, il doit faire face à pas moins de 3 invasions. Et certes, il se débrouille plutôt bien et s'en sort vainqueur, mais autant de guerres en si peu de temps, ça fait beaucoup de morts et beaucoup de ressources qui s'envolent sans réellement de bénéfices autres que la préservation des frontières. En gros, il dépense énormément de ressources juste pour éviter de se faire bolosser. Et puis, il faut surtout dire qu'après ces victoires, le gouvernement égyptien, ils font un petit peu comme si rien ne s'était passé, ils retournent à leurs affaires sans vraiment prendre le pouls de la situation interne. On commémore la victoire de Ramsès III en grande pompe et un vaste programme de construction et de rénovation des temples est mis en route. Encore beaucoup de ressources qui disparaissent dans le bling-bling de la monarchie. Troisième chose qui la fout mal, c'est que les civilisations et les grandes cités qui étaient alliées à l'Égypte tombent les unes à la suite des autres.
Donc bye bye les Ougarites, au revoir les Hittites, et ciao à Chypre et à Troie. Et ça impacte forcément l'Égypte. Déjà, ils perdent leurs alliés, mais c'est également une perte énorme en termes de commerce et de sécurisation des frontières. Du coup, en théorie, oui, les invasions ont été repoussées. Mais dans la pratique, ça fait que les régions frontalières, elles sont devenues vraiment pas sûres du tout. Ce qui impacte aussi la production rurale de ces endroits. Bon là, du coup, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, Les ressources disparaissent de toutes parts, et le commerce ne permet pas d'éponger ces pertes. Vers la fin du règne de Ramsès III, la situation elle a l'air d'avoir déjà pas mal dégénéré. Comme en témoigne la situation des bâtisseurs qui travaillaient à la construction et à la décoration des tombes royales. Ces ouvriers, pourtant plutôt privilégiés, ne reçoivent même plus leur ration de nourriture à temps. En l'an 29 du règne de Ramsès, la situation devient tellement grave que les ouvriers se mettent en grève. Et alors fun fact, c'est la première grève connue de l'histoire. Et alors, assez paradoxalement, il semble que ces grèves, elles n'aient pas vraiment été très prises au sérieux par le gouvernement, puisqu'on a des documents qui attestent qu'elles vont se prolonger pendant plusieurs mois. Très vite, les demandes des grévistes, elles passent de « Coucou, on a faim s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait manger ?» à « Bon, go soulever le gouvernement là !» Et la quatrième et dernière cause de ce déclin, qui est beaucoup plus insidieuse, c'est la corruption, notamment du système judiciaire. Et ça, en fait, ça fait déjà un paquet de temps que le problème existe en Égypte. Et là, il y a vraiment des trucs assez fous, genre une vaste affaire de corruption qui a débuté en l'an 28 du règne de Ramsès III et qui sera découverte seulement sous le règne de Ramsès V. Je vous raconte l'anecdote parce que je trouve ça drôle de lire les dramas qu'il pouvait y avoir en Égypte ancienne. Donc alors, c'est l'histoire d'un capitaine de transport naval qui a détourné en une dizaine d'années pas moins de 5004 sacs d'orge destinés au temple. Donc ça fait 117 litres d'orge par jour. Et d'après les calculs des chercheurs, ça représente une quantité d'approximativement vraiment beaucoup. Et ça, c'est juste un des exemples dont on a gardé une trace. Lorsque l'anniversaire des 30 années de règne de Ramsès III se profile, l'ambiance en Égypte est donc délétère. D'ailleurs, en vrai, c'est un peu triste pour Ramsès, parce que quand on y réfléchit, il s'en est plutôt bien sorti là, avec toutes les cartes toutes pourries qu'il a héritées. Donc on peut assez bien imaginer que des mécontents se soient retrouvés pour petit à petit en discuter, et que de fil en aiguille, un plan se soit formé. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse conspiration du harem, qui porte bien évidemment son nom parce qu'elle prend lieu précisément dans les couloirs du harem. Bah oui. Alors attention par contre, quand on parle de harem, vous avez probablement en tête l'image des harems orientaux. Mais il faut savoir que les harems égyptiens, ils avaient vraiment rien à voir. C'était pas la même chose. Le harem en Égypte ancienne, c'est tout simplement le lieu de vie des femmes de la famille royale. C'était bien plus qu'un lieu d'amusement, c'est avant tout un espace où les épouses, les maîtresses et les filles, elles pouvaient s'éduquer et exercer leur influence. Et justement, c'est un contexte plus que favorable pour fomenter une petite conspiration des familles. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si jamais autour de vous, vous avez des gens dans votre entourage qui adorent les conspirations, vous pouvez leur envoyer cette vidéo, puisque pour le coup, il s'agit d'une vraie conspiration, qui a été prouvée, historiquement. Une vraie de vraie. Grâce à divers papyri qui sont revenus jusqu'à nous, on connaît quasiment presque tous les noms des personnes impliquées, les accusations, les verdicts, les peines appliquées, mais aussi une bonne partie des investigations qui ont été menées dans le cadre de ce procès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une des épouses secondaires de Ramsès III, Tiye, semble avoir été l'instigatrice du complot, avec un certain Tabaqanem, chambellan du roi. Leur but était donc de faire couronner Pentahour, le fils de Tiye, à la place du roi Ramsès, l'héritier légitime, lorsque le vieux roi aurait claqué. Ensemble, ils ont rallié à leur cause des femmes et des employés haut placés du harem, dont le directeur du harem itinérant. Mais évidemment, ils se sont pas arrêtés là. Ils ont cherché de l'aide en dehors du harem. Ainsi viennent s'ajouter à ce complot des hauts dignitaires ayant la confiance de Ramsès III et des généraux militaires. Un beau petit mélange de gens qui pèsent bien dans le game. Les membres du gouvernement avaient pour rôle d'évincer plus facilement l'héritier légitime, tandis que les généraux militaires étaient chargés de créer du trouble et, si on avait besoin, d'intervenir par la force. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que la mise en pratique, la façon dont ils ont tout orchestré, elle est finalement pas tant éloignée que ça de certains putschs modernes. Cependant, il y a une chose qui la différencie très distinctement des conspirations contemporaines. La foi. Et oui, parce que dans l'Égypte antique, on croit fermement que le pharaon, il est protégé par les dieux. Et ça, c'est une vraie menace pour eux.
Buter un pharaon, c'est clairement pas anodin, c'est s'exposer à des représailles divines, et ça fait vraiment flipper les gens. Donc, pour supprimer cette protection, les conjurés se sont tournés vers des prêtres capables de pratiquer la magie noire. 2 prêtres haut placés participent ainsi activement en fournissant des formules magiques, des statuettes de cire et des filtres soporifiques. C'est au total une 30aine de personnes qui sont impliquées dans cette conspiration. Et là, vous allez peut-être me dire qu'un complot impliquant autant de personnes, c'est quand même un peu foireux. Vous le savez sûrement, hein, mais plus il y a de monde impliqué dans un secret, et moins il y a de chances que ça reste très longtemps un secret. Eh bien, vous n'auriez pas tort de me dire ça, puisqu'il n'a pas fallu très longtemps pour qu'il se fasse gauler. Ramsès IV ouvre une enquête et des magistrats sont choisis pour juger l'affaire. Les accusés sont condamnés à mort et leur nom est remplacé par des injures dans les textes officiels. On en a déjà parlé dans mon épisode sur la damnatio memoriae. Les noms, ils ont un très grand sens en Égypte. Et donc, changer les noms de personnes qui ont commis des actes graves, c'est un moyen d'effacer leur existence. Et aussi au passage de leur retirer la protection divine que leur nom leur accordait. Par exemple, le nom d'un des conjurés mentionnés dans le papyrus judiciaire de Turin est Mesezuré, ce qui signifie Ré le hait. Ce qui était évidemment pas son vrai nom, sinon pire parent de l'année. On soupçonne en fait que son nom IRL c'était Mériré, c'est-à-dire l'aimé de Ré. Et du coup, ils l'ont changé. Donc, l'enquête se poursuit et là, énorme retournement de situation. En fait, pendant l'enquête, on découvre que 3 juges et 2 policiers étaient eux-mêmes impliqués dans la conspiration. En fait, il s'est révélé qu'ils ont été corrompus par les conjurés en échange de promesses de parties de jambes en l'air dans le harem. Je vous avais prévenu que la corruption c'était un vrai problème à l'époque. Dans un retournement de situation digne d'un épisode de Game of Thrones, ils rejoignent donc le banc des accusés et on leur coupe le nez et les oreilles. Je suis totalement sérieuse, c'est pas imagé, on leur coupe le nez et les oreilles. Yes. Pendant très longtemps, les historiens ont pensé que la conspiration avait donc échoué. Après tout, les conspirateurs ont tous été punis et Ramsès IV est bel et bien monté sur le trône. Qui plus est, la momie de Ramsès III avait été analysée dans les années 60 et on n'avait pas pu déterminer la cause exacte de sa mort. Pourtant, des doutes subsistent. Pourquoi Ramsès IV est-il celui qui semble avoir mené le procès ? Pourquoi le papyrus judiciaire de Turin parle de Ramsès III en utilisant les titres honorifiques utilisés pour les pharaons défunts ? Si Ramsès III s'était pas réellement fait buter par les conspirationnistes, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui s'est occupé du procès ? Et pourquoi est-ce qu'on parlait de lui comme d'une personne morte ? On a trouvé la réponse. En 2012, un groupe de scientifiques décide de réanalyser la momie de Ramsès III avec les outils et méthodes actuels. Et on découvre alors une large blessure au niveau de sa gorge qui s'étend jusqu'aux os, sectionnant ainsi la trachée, l'œsophage et les gros vaisseaux sanguins. En gros, il a été salement égorgé. Ramsès III a donc bel et bien été assassiné. En fait, ce serait juste la prise de pouvoir qui a échoué. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais cette dernière étude a aussi permis de résoudre un autre mystère. En fait, à proximité de la momie de Ramsès III, il y avait une autre momie très étrange, appelée Homme Inconnu E. Identifiée comme étant un jeune homme, cette momie a été emmaillotée dans de la peau de chèvre, un matériau considéré comme impur. La question était donc de savoir qui était cette momie et pourquoi cette momification assez étrange. Une possible réponse nous est suggérée par des tests génétiques qui ont permis de montrer que cette momie est apparentée à Ramsès III. Il s'agit donc très probablement de Pentahour, le fameux fils qui était censé monter sur le trône à la place de Ramsès IV, et qui était impliqué dans la conspiration. Vous suivez ? Mais bon, il faudrait quand même avoir l'ADN de sa mère pour pouvoir le confirmer définitivement. Alors, comment s'est résolue toute cette histoire ? L'héritier légitime, donc Ramsès IV, il reprend le flambeau et tente de continuer l'œuvre de son célèbre homonyme. Mais il est bien loin le temps des succès et des conquêtes. Le pouvoir et le prestige royal disparaissent progressivement alors que des Ramsès numérotés se succèdent sur le trône. Des scandales de corruption et de pillage éclatent, le prix des céréales augmente d'année en année, l'Égypte perd ses territoires petit à petit et l'anarchie s'installe progressivement. Finalement, le clergé d'Amon prend le pouvoir en Haute-Égypte, tandis que les héritiers rémessides ne peuvent que regarder leur ancien royaume se détruire et tenter de sauver les meubles. C'est la fin du Nouvel Empire et le début de la 3e période intermédiaire.
Morale de l'histoire, eh ben ça doit pas faire du bien de se faire couper le nez et les oreilles. When you try your best but you don't succeed. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, cet épisode a été sponsorisé par NordVPN. Pour rappel, un VPN, c'est un outil qui vous permet de modifier votre géolocalisation. Par exemple, pour contourner les restrictions de votre pays, ça peut notamment vous permettre de regarder vos films ou séries préférées depuis l'étranger, ou encore de jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis en France. Pratique. Ça vous permet également de surfer en toute tranquillité sur les réseaux publics. L'utilisation de NordVPN est super simple et très rapide. Elle est idéale pour les néophytes comme moi, mais elle est également très adaptée aux férus d'informatique qui recherchent peut-être des options plus poussées. En ce qui me concerne, j'utilise beaucoup l'application mobile, que je vous recommande d'ailleurs chaleureusement. Donc si ça vous tente de tester, eh bien n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Il s'agit du code MOMI et vous pouvez aussi cliquer sur ce lien qui sera disponible en description. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne, et si vous n'en avez pas envie, eh bien ne le faites pas. Dans 2 semaines, on va se retrouver avec une invitée assez spéciale, puisque je serai en compagnie de Manon Bril pour un épisode qui va, je le pense, casser le YouTube game de la Vulga, en toute modestie. Donc voilà, ne manquez pas ça, ce sera dans 2 semaines, je serai avec Manon Bril. D'ici là, portez-vous bien, bisous à toutes!